La chute de l'humanité. La plateforme de défense orbitale Aegis-7 trembla lorsqu'une nouvelle salve de torpilles à plasma raxienne percuta ses boucliers défaillants. La commandante Alina Shaw se stabilisa contre la console de commande, ignorant le filet de sang qui coulait d'une entaille au-dessus de son œil gauche. Des affichages d'état affichaient des rapports de dégâts sur l'écran incurvé, la plupart affichant des défaillances critiques. Intégrité du bouclier à 12%. Commandant, le lieutenant Ramirez rapporta d'une voix ferme malgré le chaos qui régnait autour d'eux. Les systèmes de refroidissement du réacteur sont en panne. Il nous reste peut-être 10 minutes avant une surcharge catastrophique. Elena hocha la tête d'un air sombre. Aegis-7, la dernière plateforme de défense orbitale fonctionnelle du réseau de protection terrestre, était en train de mourir. Et avec elle, la dernière défense conventionnelle de l'humanité contre l'armada vraxienne. Qu'en est-il des forces terrestres? Demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. L'hologramme du colonel Way apparut au centre du poste de commandement. Son uniforme était déchiré et maculé de cendres, l'arrière-plan apercevant les ruines de ce qui avait été le quartier général de la Force de défense terrestre unie à Genève. « Nous sommes envahis », annonça le commandant Way. Paris s'est tombé. Le bunker de Moscou a été percé il y a 3 heures. Pékin ne tient plus qu'à un fil, mais ce n'est qu'une question de temps. Il marqua une pause, l'épuisement se lisant dans son regard. Nous sommes face à une défaite totale en surface d'ici 48 heures. Elena assimila la nouvelle sans réagir visiblement. 6 mois de guerre brutale l'avaient préparée à cette fatalité. Les Vraxiens, avec leurs exosquelettes cristallins et leur armement à phase quantique, avaient systématiquement démantelé les défenses de l'humanité, monde par monde, colonie par colonie. Mars était tombé en quelques jours. Les colonies de Jupiter avaient tenu à peine 1 semaine. La Terre, berceau de l'humanité, allait désormais rejoindre la liste des mondes conquis. Colonel, lancez le protocole Oméga sur toutes les installations militaires restantes, ordonna Alina. Les yeux de Wei s'écarquillèrent légèrement. Commandant, cela signifierait... Je sais exactement ce que cela signifie, colonel. Alina l'interrompit. Privez l'ennemi de tout ce qu'il pourrait utiliser. Effacez toutes sur les bases de données. Détruisez toute technologie avancée. Je veux qu'il ne trouve que des ruines et des cendres. Après un moment d'hésitation, Wei hocha la tête. Compris, commandant. Protocole Oméga lancé. Son hologramme vacilla et disparut. Bélina se tourna vers son officier de communication. Envoyez le signal codé Lazarus à tous les récepteurs désignés. Le jeune officier déglutit difficilement, mais obéit sans poser de questions. Le protocole Lazarus n'était connu que d'une poignée d'individus aux plus hauts échelons du commandement militaire terrestre. L'ultime et désespéré pari de l'humanité. Signal envoyé. « Commandant », confirma l'officier. « Transmission en entrante du vaisseau amiral Vraxion », annonça Ramirez. « Ils exigent notre reddition. » Le rire d'Alina était amer. « Passe-le ». L'écran principal se modifia pour afficher un haut commandant Vraxion, son exosquelette cristallin étincelant sous les lumières de son centre de commandement. Les 4 yeux composés de l'alien semblaient observer Elina avec une froideur calculatrice. Commandant humain, le traducteur du Vraxian a traduit son discours claquant en anglais. Votre résistance est reconnue pour sa ténacité, voire sa sagesse. Toute lutte supplémentaire est vaine. Rendez votre tribune et ordonnez à toutes les forces humaines restantes de déposer les armes. L'hégémonie vraxienne offre sa clémence à ceux qui acceptent leur place dans notre nouvel ordre. La Léna redressa son uniforme et essuya le sang de son front. « Haut commandant, j'apprécie votre offre. Cependant, je me sens obligé de vous informer d'un point concernant les humains que votre intelligence a peut-être négligé. » La Vraxienne inclina sa tête cristalline. « Et qu'est-ce que cela pourrait bien être? Nous sommes vraiment très mauvais pour accepter notre place, » répondit Alina avec un sourire sinistre.
Lieutenant Ramirez, coupez la communication et dirigez toute la puissance restante vers le canon principal. L'image du Vraxion disparut, remplacée une fois de plus par l'écran tactique montrant l'imposant vaisseau amiral du Vraxion flanqué de ses destroyers d'escorte. Madame, même à pleine puissance, notre canon ne pénétrera pas les boucliers de leur vaisseau amiral, protesta Ramirez. Nous ne visons pas le vaisseau amiral, répondit Elena en saisissant les coordonnées dans sa console. Visez leur destroyer de commandement principal, celui équipé du système d'analyse par correspondance de motifs. Sans lui, ils opéreront en aveugle pendant au moins quelques heures. La compréhension se lut sur le visage de Ramirez. Gagner du temps pour le protocole Lazarus. Elena hocha la tête. Chaque minute compte désormais. État du réacteur. Critique. 7 minutes avant surcharge. Parfait. Cela nous laisse juste assez de temps. Elena ouvrit le canal de communication de la station. À tout le personnel, ici le commandant Shaw. Aegis Testing a fièrement servi la Terre, et vous tous aussi. Les protocoles d'évacuation sont désormais en vigueur. Tout l'équipage non essentiel rejoint immédiatement les capsules de sauvetage. Elle a attendu que son équipage prenne ses décisions. Certains ont couru vers les capsules comme ordonné, mais beaucoup, y compris ses officiers de passerelle, sont restés à leur poste. Alina ne s'attendait à rien de moins. « Ce fut un honneur de servir avec vous tous », dit-elle simplement. Les 5 minutes suivantes s'écoulèrent dans une activité intense, tandis qu'il préparait le canon principal de la station pour son tir final. Dehors, les capsules de sauvetage s'éjectèrent de la plateforme condamnée, de minuscules étincelles d'espoir filant vers l'atmosphère terrestre. « Cible verrouillée », rapporta Ramirez. Canon chargé à 130% de sa capacité. Solution de tir terminée. « Feu !» ordonna Alina. L'Aegis vibra lorsque son canon principal lança un rayon aveuglant d'énergie concentrée. Sur l'écran tactique, ils observèrent le rayon frapper le destroyer de commandement Vraxion. Les boucliers du vaisseau extraterrestre tinrent un instant, puis s'effondrèrent sous le coup du rayon, le divisant en fragments en fusion. Des alarmes retentirent sur le pont de commandement tandis que la surcharge du réacteur s'accélérait. Plus qu'1 minute avant la détonation, annonça calmement l'ordinateur. Elina, assise dans son fauteuil de commandement, observait la flotte vraxienne se réorienter, momentanément désorientée par la perte de son vaisseau de commandement. Il ne leur faudrait pas longtemps pour se réorganiser, mais chaque minute de chaos pourrait faire la différence. « Pensez-vous que cela fonctionnera ?» demanda doucement Ramirez en prenant place à côté d'elle. Lazarus. Elina fixait les vaisseaux vraxiens qui approchaient. Il le faut. Nous avons trop sacrifié pour qu'il échoue. Alors que le réacteur d'Aegis 7 y atteignait sa masse critique, Elina ferma les yeux. Elle imagina l'installation secrète, profondément ancrée sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, où 100 000 des meilleurs soldats de l'humanité dormaient en suspension cryogénique, leur corps amélioré par une biotechnologie expérimentale jugée trop dangereuse pour une utilisation généralisée. À leur côté reposaient les systèmes de fabrication autonomes et les prototypes d'armes avancées que les chefs militaires conventionnels avaient jugés trop peu éprouvés pour la défense de la Terre. Tout cela attendait, hibernait, prêt à se réveiller à l'arrivée du signal Lazarus. 30 secondes avant la détonation. L'ordinateur annonça « Même s'il nous vainquent aujourd'hui, murmura Alina, ce n'est pas fini. » Les vaisseaux Vraxion grossissaient à l'écran à mesure qu'ils approchaient de la station défaillante, impatients de capturer les secrets qu'elle pouvait receler. Ils n'en trouveraient aucun. La surcharge du réacteur d'Aegis 7 provoqua une explosion qui vaporisa la plateforme et 3 vaisseaux Vraxion à proximité. La lumière de la détonation était visible depuis la surface de la Terre, une dernière étoile provocatrice se détachant sur l'obscurité. Au plus profond des glaces de l'Antarctique, un signal fut reçu. Des systèmes endormis depuis des années commencèrent à se réchauffer. Les capsules cryogéniques entamèrent leur séquence de réveil.
Lazare avait commencé. Le réveil. Séquence qui éveil. Lazare avait commencé. Le réveil. L'obscurité. Puis la douleur. L'agonie fulgurante des cellules gelées reprenant vie. Du sang se remettant à couler dans des veines restées immobiles bien trop longtemps. L'antépé. Le major Dominic Reed halta lorsque ses poumons renforcés reprirent conscience, aspirant l'air recyclé avec une urgence désespérée. Sa vision vacilla, des formes floues se résorbant progressivement sur la surface transparente et incurvée de sa capsule cryogénique, tandis qu'elle achevait sa séquence d'ouverture. Les signes vitaux se stabilisaient. Une voix synthétique calme annonça. Les voies neuronales se reconnectaient. Bon retour, Major Reed. Dominic cligna rapidement des yeux, ses yeux génétiquement modifiés s'adaptant à la faible lumière bleue d'urgence qui illuminait la vaste salle. Tout autour de lui, des centaines de capsules identiques s'activaient, leurs occupants reprenant vie après un long sommeil. Désorienté par le réveil, une question se forma dans son esprit. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque, les cordes vocales raidies par le manque d'usage. « Vous êtes en suspension cryogénique depuis 7 ans, 3 mois et 17 jours, a répondu le centre A. Le protocole Lazarus a été activé via le canal d'urgence il y a 48 heures. 7 ans. Bien moins que les décennies auxquelles ils s'étaient préparés, mais suffisamment long pour que le monde d'en haut tombe aux mains des Vraxiens. Dominic força ses muscles renforcés à réagir, se redressant dans la capsule. Le mouvement envoya de nouvelles vagues de douleur dans son corps, mais il l'accueillit favorablement. La douleur signifiait qu'il était vivant. « État de l'installation » demanda-t-il en sortant de la capsule d'un pas chancelant. « L'installation est à sa capacité opérationnelle optimale », rapporta l'IA. « Tous les systèmes principaux sont fonctionnels. Unité de fabrication active. Armurerie déverrouillée. Intégration des données tactiques en cours. » Dominique hocha la tête, observant ses camarades sortir de leur capsule. Chacun avait été sélectionné parmi les unités d'élite des forces militaires terrestres, puis soumis au controversé programme d'amélioration Prometheus. Leurs corps avaient été reconstruits au niveau cellulaire. Des os plus solides renforcés par des nanotubes de carbone. Muscles renforcés par des structures protéiques synthétiques. Systèmes neuronaux accélérés par des bioprocesseurs quantiques. Ils n'étaient plus simplement humains. Ils étaient ce que l'humanité devait devenir pour survivre. Le Major Reed appela une voix familière. Dominic se retourna et vit la colonelle Isabelle Chen s'approcher, déjà vêtue de la couche de base de sa tenue de combat. Comme tous, son corps présentait les signes subtils des améliorations du Prométhée. Des membres légèrement allongés, une peau légèrement irisée, où des amas de nanites s'accumulaient sous la surface. Colonel acquiesça Dominic d'un hochement de tête. « Quelle est la situation à la surface ?»« Pas bon, » répondit Chen d'un ton sombre. L'IA continue de compiler les données du réseau limité de capteurs ayant survécu, mais il semble que la Terre soit entièrement sous contrôle vraxien. La dernière résistance militaire organisée a pris fin il y a 6 ans. 6 ans d'occupation. 6 ans pour que les Vraxiens s'établissent, se complaisent dans leur victoire. « Et la population civile ?» demanda Dominic, même s'il redoutait la réponse. Le visage de Chen s'assombrit. « Il reste environ 30% de la population d'avant-guerre. Le reste a été tué lors de l'invasion initiale ou transformé. »« Transformé ?» répéta Dominic, une terreur glaciale s'installant dans son estomac. « Les Vraxiens ont transformé les villes humaines en centres d'extraction de ressources, » expliqua Chen. Les humains sont utilisés comme main-d'œuvre. Ceux jugés inaptes sont recyclés pour leurs composés organiques. Une encre s'enflamma dans la poitrine de Dominic. Non pas la rage incontrôlée de son moi préamélioré, mais une fureur concentrée et calculatrice que son cerveau modifié canalisait en réflexion tactique. Combien d'entre nous se sont réveillés? 97% de réanimation réussie, intervint l'IA. 93 de 212 soldats prêts au combat. Et notre équipement?
En réponse, le mur derrière Chen s'ouvrit, révélant une armurerie remplie de combinaisons de combat noir-mât, différentes de toute armure militaire conventionnelle. Conçue spécifiquement pour les soldats améliorés, chaque combinaison était une merveille de technologie intégrée. Une seconde peau en fibre de carbone à alignement moléculaire et polymères réactifs, intégrant des réseaux de capteurs et des interfaces neuronales. Les combinaisons fantômes sont prêtes, a déclaré Chen, tout comme les systèmes d'armes. Les unités de fabrication fonctionnent depuis l'arrivée du signal Lazarus. Dominique s'approcha de la combinaison la plus proche et passa la main sur sa surface. Le matériau réagit à son contact, se réchauffant légèrement. Ces combinaisons étaient théoriques lorsqu'il entra dans Cryoslate, fruit de recherches frénétiques menées par les esprits les plus brillants de la Terre, alors que la flotte vraxienne approchait des colonies extérieures. « Et le protocole Vanguard ?» demanda-t-il doucement. Le regard de Chen croisa le sien. « Confirmé actif. Nous recevons des communications cryptées de 23 cellules dormantes à travers le monde. Elles se préparent à notre réveil. » Dominique hocha lentement la tête. Le protocole Vanguard avait été l'aspect le plus audacieux de la stratégie de défense finale de l'humanité, plaçant des agents infiltrés parmi la population humaine survivante, des individus qui semblaient accepter la domination fraxienne tout en surveillant secrètement les mouvements ennemis et en établissant des réseaux de résistance souterrains. « Il est temps de réveiller la bête », dit Dominique en attrapant sa combinaison de combat. « Puis, » dit Dominique en attrapant sa combinaison de combat. Pendant les 12 heures qui suivirent, le complexe bourdonna d'une activité intense, tandis que 93 000 soldats améliorés se préparaient à la guerre. Les combinaisons fantômes furent calibrées selon la biologie unique de chaque individu. Les armes furent distribuées et les briefings tactiques furent menés grâce aux renseignements limités recueillis à la surface. Au centre de commandement, Dominique étudiait les projections holographiques de l'état actuel de la Terre. Les Vraxiens avaient établi d'importants centres de contrôle dans ce qui étaient autrefois les plus grandes villes de la Terre, reliés par des couloirs de transit qui traversaient le paysage tels des veines de cristal. Leur architecture était étrange et anguleuse, des structures de cristal et de métal s'élevant des ruines de la civilisation humaine. « Ils se croient en sécurité », observa Dominique. « 7 ans sans résistance significative les ont rendus complaisants. C'est notre avantage, approuva Chen. Selon Vanguard Intelligence, ils ont réduit leur présence militaire de près de 60%, réaffectant navires et troupes à d'autres conquêtes. Dominique désigna un point lumineux sur la projection. Une structure cristalline massive construite sur les ruines de ce qui avait été Singapour. Leur principal centre de commandement. Oui, confirma Chen. Toutes les fonctions administratives des opérations terrestres y sont coordonnées. Ils ont consolidé leur contrôle pour minimiser les dépenses en ressources. Une stratégie d'occupation classique, murmura Dominique. Centraliser le commandement. Établir des lignes de ravitaillement claires. Maintenir une présence militaire juste suffisante pour écraser toute résistance. Son esprit amélioré digéra rapidement les implications tactiques. Ils avaient créé leur propre vulnérabilité. Il se tourna vers l'état-major rassemblé, tous améliorés comme lui, tous réveillés du même long sommeil. Les Vraxiens croient avoir vaincu l'humanité, dit-il d'une voix qui résonna à travers la pièce. Ils croient bien que nous avons cédé face à leur supériorité technologique et numérique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'ils ont vu, chaque bataille, chaque dernier combat, chaque défense désespérée, n'était que la première phase de notre stratégie. Dominique désigna l'écran holographique. L'humanité n'a pas perdu la guerre il y a 7 ans. Nous avons simplement changé de tactique. Et maintenant, nous leur montrons ce que nous sommes devenus. Le plan d'attaque prit forme rapidement. Contrairement à la guerre défensive menée par les forces conventionnelles de la Terre, il s'agirait d'une campagne de frappes éclairs et de sabotage stratégique. Les soldats améliorés,
opérant en petites équipes avec leurs combinaisons et armes fantômes avancées, surgiraient de pointes d'accès cachées à travers le globe, ciblant les nœuds de communication et les dépôts de ravitaillement vraxiens. Nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour une confrontation directe, expliqua Dominique. Mais nous n'en avons pas besoin. Il nous suffit de créer suffisamment de chaos pour activer la phase suivante de Lazarus. Tandis que les derniers préparatifs étaient effectués, Dominique se tenait devant les soldats rassemblés dans la salle centrale du complexe. En regardant leurs visages, tous altérés par les mêmes transformations qui l'avaient transformé, tous arborant la même expression résolue, il sentit le poids de l'histoire peser sur eux. « Vous savez tous pourquoi nous sommes ici », commença-t-il. « Nous nous sommes portés volontaires pour le programme Prometheus, en sachant que nous pourrions nous réveiller dans un monde déjà perdu. Ce moment est venu. Hors de ces murs, notre espèce a été conquise, nos villes occupées, notre peuple asservi, ou pire encore. » Pique. Il marqua une pause, laissant son regard parcourir les troupes se rassembler. Mais l'humanité n'est pas vaincue. Pas tant que nous sommes debout. Pas tant que nous nous souvenons. Les Vraxiens croient avoir conquis la Terre et brisé l'esprit de l'humanité. Ils sont sur le point de comprendre à quel point ils ont tort. Un faible grondement d'approbation parcourut la foule. Chacun de vous a été amélioré au-delà de ce qu'aucun soldat humain n'a jamais été, poursuivit Dominique. Chacun de vous a été entraîné à utiliser des capacités que nos ancêtres auraient considérées comme surhumaines. Nous ne sommes plus seulement les défenseurs de l'humanité. Nous sommes son évolution. Sa réponse à une menace existentielle. Il leva le poing. Aujourd'hui, la véritable guerre commence, non pas pour le territoire, ni pour les ressources, mais pour l'avenir même de notre espèce. Les Vraxiens pensaient affronter une civilisation primitive livrant son dernier combat. Au lieu de cela, ils ont réveillé quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre. Alors qu'il terminait son discours, les lumières du complexe passèrent du bleu d'urgence au blanc opérationnel, illuminant la vaste salle et les milliers de soldats améliorés qui la remplissaient. L'armée cachée de l'humanité se prépare à surgir des ténèbres. L'opération Résurrection commence dans 6 heures, annonça Dominique. Préparez-vous. Contre-offensive. La patrouille de sécurité vraxienne sillonnait les ruines de ce qui avait autrefois été le centre-ville de Seattle, avec une indifférence éprouvée. 7 années d'occupation avaient établi une routine. Vérifier les dortoirs de travail humain. Inspecter les centres de traitement des ressources. Maintenez une visibilité optimale pour décourager toute tentative de résistance. Les 4 extraterrestres cristallins, leurs exosquelettes scintillant dans la lumière matinale, ne s'attendaient à rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas vu l'attaque arriver. Dans l'ombre d'un immeuble de bureaux effondré, 4 silhouettes en costume fantôme noir, mat se déplaçaient à une vitesse incroyable. 4 silhouettes en costume fantôme noir mat se déplaçaient à une vitesse incroyable. Le premier Vraxion tomba avant d'avoir pu atteindre son arme. Son cou cristallin tranché par une vibrolame dont le bourdonnement était inaudible. Le second parvint à se retourner, levant son fusil à plasma, avant qu'un tir de précision d'un pistolet Gauss ne brise son système nerveux central. Les 3e et 4e Vraxiens activèrent leurs balises de détresse, mais les signaux s'éteignirent dans une explosion de parasites électroniques, tandis que des dispositifs IEM localisés se connectaient à leurs nœuds de communication. En moins de 12 secondes, les 4 extraterrestres gisaient morts sur un trottoir fissuré. Équipe d'intervention Alpha. Premier objectif atteint. Le sergent Maya Torres fit son rapport via le système de communication sécurisé de sa combinaison. Aucune alerte n'a été donnée. Passage à la phase 2. Partout dans le monde, des scènes similaires se sont déroulées avec une précision synchronisée. Des soldats humains améliorés ont surgi de bunkers cachés, de réseaux d'égouts et de tunnels de métro abandonnés, attaquant les patrouilles et les centres de communication Vraxion. Les attaques n'étaient pas aléatoires, mais suivaient un schéma soigneusement élaboré par les IA tactiques du complexe antarctique.
Chaque frappe était calculée pour créer un maximum de confusion, tout en minimisant les risques d'une réponse extraterrestre coordonnée. Depuis le centre de commandement sous l'Antarctique, Dominic Reed observait l'écran holographique. Des centaines de petites lumières bleues indiquaient le succès des opérations. La première phase est planifiée, observa-t-il. Les rapports préliminaires font état d'un taux de réussite de 89% pour les premières frappes. Le colonel Chen hocha la tête, les yeux rivés sur un écran secondaire diffusant en temps réel les images des caméras intégrées à la combinaison fantôme. Les Vraxiens tentent encore de comprendre ce à quoi ils sont confrontés. Ils n'ont pas encore relié les attaques. Ils le feront bientôt, répondit Dominique. Nous devons passer à la phase 2 avant qu'ils puissent organiser une riposte. Autorisation du protocole Sunburst. Chen saisit la séquence de commande dans sa console. À travers le réseau mondial de soldats améliorés, de nouveaux ordres furent reçus et confirmés. Dans les ruines de Seattle, Maya Torres reçut les paramètres de mission mis à jour via son lien neuronal. Sunburst fut autorisé. Elle en informa son équipe. Direction la sous-station. L'équipe d'intervention, composée de 4 personnes, sillonnait la ville dévastée avec une conscience surnaturelle, leur sens accru détectant les médecins vraxiens bien avant tout contact visuel. Les combinaisons fantômes s'adaptaient à leur environnement, leur structure moléculaire se modifiant pour s'adapter aux surfaces proches. Ce n'était pas une véritable invisibilité, mais un camouflage caméléon qui les rendait quasiment impossibles à repérer. Leur cible était un bâtiment quelconque qui abritait autrefois une infrastructure électrique. Il servait désormais de nœud de communication parmi les milliers du réseau d'occupation Vraxion, un lien vital pour le système de commandement et de contrôle des extraterrestres. 2 gardes postés à l'entrée signalèrent le caporal Jen, spécialiste de la reconnaissance de l'équipe. Sa vision améliorée lui permettait de repérer des détails à des distances qui auraient nécessité un équipement spécialisé pour des humains non modifiés. Schéma de rotation standard. Fenêtre de 20 secondes entre les suites de surveillance. Maya traitait ces informations grâce à son cerveau optimisé pour la tactique. Rodriguez, Chen, prenez position sur les voies de contournement. Là, vous êtes avec moi. On ouvre une brèche à mon signal. L'équipe se sépara, se positionnant avec une efficacité fluide. Maya observa les gardes vraxiens à travers le système optique de sa combinaison, comptant les secondes entre leurs mouvements programmés. Le moment venu, elle donna le signal. 4 obus gosses, silencieux, atteignirent leur cible simultanément. Les gardes vraxiens s'effondrèrent, leur corps cristallin se brisant à l'impact avec le sol. Avant que les systèmes automatisés puissent enregistrer la fin de leurs signes vitaux, l'équipe de Maya était déjà à l'intérieur du complexe. 6 minutes avant le prochain contrôle automatisé, remarqua Maya tandis qu'ils avançaient dans les couloirs faiblement éclairés. Placez le paquet et dégagez. Le caporal Law, le spécialiste technique de l'équipe, s'approcha du nœud de communication centrale, une structure cristalline, imprégnée de motifs énergétiques extraterrestres. D'un compartiment de sa combinaison, il sortit ce qui semblait être un module de maintenance ordinaire de conception vraxienne. C'était tout sauf ordinaire. L'appareil avait été fabriqué dans l'usine Antarctique selon les spécifications fournies par les agents de Vanguard, qui avaient passé des années à étudier la technologie vraxienne. Une fois installé, il semblerait fonctionner normalement tout en modifiant secrètement les données circulant sur le réseau. Le colis est en place, la loi est confirmée après connexion de l'appareil au système extraterrestre. Activation en 3, 2, 1. Sunburst est en ligne. Partout sur la Terre occupée, des milliers d'appareils similaires étaient installés dans les nœuds de communication vraxiens. Chacun d'eux était quasiment impossible à détecter, une anomalie mineure facilement assimilable à une dégradation du système. Ensemble, ils formaient un réseau neuronal qui allait progressivement corrompre les protocoles de commande des extraterrestres. À toutes les équipes, signaler l'état d'avancement. Dominique ordonna depuis le centre de commandement de l'Antarctique. Les rapports affluèrent.
Taux de réussite global de 82%, la plupart des échecs se produisant dans des bastions fractionnaires fortement fortifiés. C'était suffisant. Déclenchez la cascade de rayons solaires, ordonna Dominique. Le colonel Chen saisit le code d'autorisation finale. Cascade déclenchée. Temps de compromission totale du système, 14 heures. Dominique hocha la tête. Passons maintenant à la phase 3. Préparer les installations de Lazarus pour un déploiement en surface. Sous la glace de l'Antarctique, d'immenses portes de hangars, restées scellées pendant 7 ans, commencèrent à s'ouvrir. À l'intérieur, des rangées de véhicules de combat avancés attendaient. Avions, transports terrestres et marcheurs mécanisés, tous conçus spécifiquement pour les soldats améliorés et fabriqués en secret avant la chute de la Terre. Des installations similaires, plus petites mais tout aussi bien équipées, étaient en activité partout dans le monde. Des bunkers cachés dans les Rocheuses, les Alpes, l'Oural, les Andes et des dizaines d'autres lieux reculés avaient été établis des années avant l'invasion Vraxion, équipés d'armes et de véhicules sophistiqués, puis scellés jusqu'à l'activation du protocole Lazare. Les Vraxiens détectent des anomalies sur leur réseau, rapporta l'officier des communications. Ils commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Pile à l'heure, répondit Dominique. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, il sera trop tard. Au centre de commandement vraxien de Singapour, le haut commandant Krelvor était de plus en plus inquiet. Des rapports de patrouilles d'attaque arrivaient depuis des heures, mais leur schéma était incohérent. La résistance humaine avait été écrasée des années auparavant, ses capacités militaires cataloguées et éliminées. Ces attaques démontraient une coordination et une technologie qui auraient dû être impossibles. Krelvor exigea rapport d'étape, ses appendices cristallins claquant d'irritation. Perturbations de communication dans tous les secteurs, a signalé son second. Nous constatons une corruption des données sur le réseau principal. Les systèmes automatisés tombent en panne en séquence. Déployez les garnisons de réserve, a ordonné Krelvor. Alerte maximale. Nous ne pouvons pas, ô commandant, a admis son second. Les protocoles de commandement ne sont pas reçus par les stations avancées. Nous sommes, de fait, isolés. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, Krelvor ressentit une sorte de peur. L'hégémonie vraxienne avait conquis 17 espèces à travers la galaxie, suivant toujours le même schéma efficace. Submerger les défenses conventionnelles, établir des infrastructures de contrôle, exploiter la civilisation vaincue pour obtenir des ressources et de la main-d'œuvre. Cette perturbation coordonnée était sans précédent. Envoyez un message d'urgence à la flotte, ordonna-t-il. Demandez des renforts immédiats. Les communications longue portée sont hors service, ô commandant. Les yeux à facettes de Krelvor se plissèrent. Comment est-ce que possible? Les humains n'avaient aucune contre-mesure contre notre technologie. Nous l'avons confirmé grâce à de nombreuses informations recueillies avant l'invasion. Son second n'avait aucune réponse. Au plus profond de l'Antarctique, Dominic Reed observait les effets de la cascade de rayons solaires se propager à travers le réseau Vraxion. Les systèmes hautement intégrés des extraterrestres, habituellement avantagés, étaient devenus leur plus grande vulnérabilité. À mesure que les données corrompues se propageaient de nœud en nœud, leur structure de commandement s'effondrait dans le chaos. Les Vraxiens sont aveugles et désorganisés, annonça-t-il à l'état-major. Il est temps de leur montrer ce qu'est devenue l'humanité. Lancez toutes les forces d'attaque. À travers le paysage antarctique, la glace elle-même sembla se fendre, tandis que les portes dissimulées des hangars dévoilaient leurs secrets. Des avions sophistiqués s'élevaient dans le ciel, silhouettes élancées et prédatrices qui ne ressemblaient guère à la technologie humaine d'avant l'invasion. Des véhicules à terrestres surgirent de tunnels secrets, leurs moteurs vrombissant de sources d'énergie qui étaient des concepts théoriques avant le programme Prometheus. Et avec eux arrivèrent les soldats améliorés dans leurs combinaisons fantômes, armes prêtes, corps améliorés prêts au combat. Ils représentaient l'évolution de l'humanité,
forcés par une menace existentielle à devenir quelque chose de nouveau, de terrible et de magnifique. La contre-offensive avait commencé. La stratégie d'avant-garde. Le docteur Eliza Cheng gardait gardait la tête basse tandis qu'elle évoluait dans le secteur surpeuplé du travail humain de ce qui était autrefois Hong Kong. Pendant 6 ans, elle avait conservé sa couverture de technicienne médicale au service des centres de contrôle de la population vraxienne, soignant blessures et maladies parmi les travailleurs humains tout en collectant secrètement des renseignements et en construisant un réseau d'agents loyaux. Aujourd'hui, tout a changé. Son implant neural, déguisé en... La puce d'identification standard des travailleurs vraxions lui picotait le crâne. Le signal qu'elle attendait depuis des années était enfin arrivé. Lazarus s'était réveillé. Et là se faufila dans une ruelle entre les dortoirs des travailleurs, vérifiant rapidement qu'elle n'était pas observée. Sous son simple vêtement gris de travailleuse, elle sortit un petit appareil de la taille d'une pièce de monnaie. Une simple pression l'activa, envoyant une transmission codée en rafale, indétectable par les scanners Vraxian standard. Dans tout le secteur du travail, des dispositifs similaires s'activèrent lorsque d'autres agents de l'avant-garde en couverture reçurent son signal. La cellule dormante s'éveilla. En moins d'1 heure, Elisa se retrouva dans un centre de commandement improvisé, caché sous un tunnel de maintenance abandonné. Autour d'elle se rassemblaient 20 hommes et femmes, ingénieurs, anciens militaires et techniciens spécialisés qui avaient passé des années à se faire passer pour des ouvriers dociles, tout en préparant secrètement ce jour. Les forces améliorées ont émergé. Leur annonça Elisa en affichant une carte holographique sur un appareil resté caché pendant des années. Des équipes d'intervention attaquent les forces vraxiennes dans tous les principaux centres de contrôle. Notre mission est de perturber leur intervention et de contribuer à la libération de ce secteur. Qu'en est-il de la population civile? Demanda Lai Wei, ancien ingénieur en structure. Aujourd'hui son second. Il y a plus de 30 000 humains dans ce seul secteur. C'est pour cela que nous sommes ici, répondit Eliza. Les forces renforcées ciblent les infrastructures militaires et de commandement praxiennes. Nous devons organiser l'évacuation des civils vers les zones de sécurité désignées avant que les violents combats n'atteignent les centres de population. Elle activa un autre écran holographique, affichant cette fois des schémas détaillés des infrastructures du secteur. Des informations recueillies fragment par fragment au fil des années d'observations minutieuses. Nous nous y sommes préparés. L'opération Shepard commence maintenant. Des scènes similaires se sont produites dans des centres de population à travers le monde, tandis que des cellules d'avant-garde s'activaient. Ce qui apparaissait aux Vraxiens comme des soulèvements civils spontanés était en réalité des opérations soigneusement orchestrées, guidées par des agents qui avaient passé des années à établir des voies d'évacuation et des réseaux de refuge. Au centre de commandement de l'Antarctique, Dominic Reed reçut avec une satisfaction morose les rapports d'activation de l'avant-garde. L'évacuation des civils se déroulait comme prévu, nota-t-il. Les cellules de l'avant-garde affichaient un niveau de préparation opérationnelle de 87%. Les Vraxiens peinent encore à coordonner leur riposte, ajouta le colonel Chen. Leur réseau de communication est irrémédiablement compromis. Les garnisons opèrent indépendamment, sans commandement central. Dominique étudia l'affichage tactique. Les forces de frappe renforcées engageaient des unités militaires vraxiennes. À travers le monde, utilisant leur vitesse et leur adaptabilité supérieure pour contrer l'avantage technologique des extraterrestres. Mais malgré l'effet de surprise et la perturbation causée par le rayon de soleil, ils étaient encore en infériorité numérique et en infériorité numérique. Il est temps de passer à la phase 4, décida-t-il. Activez le protocole Nix. Les yeux de Chen s'écarquillèrent légèrement. Sommes-nous prêts pour cette escalade? Nous n'avons pas le choix, répondit Dominique. Les Vraxiens finiront par se rétablir. Nous devons exploiter notre avantage tant que nous en avons encore.
Le protocole Nix représentait l'aspect le plus agressif de la stratégie de contre-offensive de l'humanité. Des attaques directes contre les centres de traitement des ressources critiques que les Vraxiens avaient établis dans les ruines de grandes cités. Ces installations étaient fortement défendues, mais elles étaient également vitales pour la présence extraterrestre sur Terre. Toutes les équipes de combat déclenchent le protocole Nix. Dominique donna l'ordre via le réseau de commandement. Les cibles principales sont les centres de ressources. Les cibles secondaires sont les installations de défense planétaire. Dans ce qui était autrefois Chicago, le Major Sarah Kendrick mena son bataillon de soldats améliorés vers l'immense structure cristalline qui dominait le centre-ville. L'usine de traitement des ressources vraxiennes dominait les ruines de l'architecture humaine, ses formes anguleuses vibrant d'énergie extraterrestre. Son officier tactique, qui lisait les défenses lourdes, signala la présence de tourelles automatisées, de boucliers énergétiques et d'au moins 200 soldats vraxiens. Sarah traita ces informations grâce à son esprit amélioré, exécutant des simulations de combat et des analyses de probabilité plus rapidement que n'importe quel humain non modifié ne pourrait le comprendre. Déployer les fantômes en configuration furtive. Cibler d'abord les générateurs de boucliers, puis les nœuds de communication. Les équipes d'armes lourdes assureront la diversion à mon signal. Ces soldats se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, leur combinaison fantôme passant en mode furtif maximal à mesure qu'ils approchaient du complexe sous différents angles. Contrairement aux troupes conventionnelles, ils n'avaient pas besoin de briefings approfondis ni de communication constante. Ils avaient besoin de briefings approfondis ou d'une communication constante. Leur cerveau et interface neuronale améliorée leur permettaient de traiter les informations tactiques comme une unité en réseau, chaque soldat comprenant son rôle dans la stratégie globale. En position, le rapport de l'équipe avancée arriva. Sarah donna le signal. Exécution. L'attaque a débuté par une série de frappes de précision contre les capteurs externes de l'installation, aveuglant les systèmes de défense automatisés. Simultanément, des charges ENMP ont explosé contre les générateurs de boucliers, créant des vulnérabilités momentanées dans les barrières énergétiques protégeant la structure. Les Vraxiens réagirent avec leur efficacité habituelle, leurs troupes cristallines se déplaçant vers des positions défensives grâce à une coordination rigoureuse. Mais sans direction centralisée, ils se replièrent sur des protocoles standardisés, des schémas prévisibles que les soldats améliorés de Sarah avaient été spécialement entraînés à contrer. L'équipe Alpha, point de brèche sécurisé, rapporta l'un de ses chefs d'escouade. Transfert vers les systèmes internes. Équipe Beta, forte résistance à l'entrée secondaire. Un autre rapport arriva. Demande de soutien. Sarah dirigea la bataille avec une précision sereine, sa perception accrue lui permettant de suivre des dizaines d'engagements simultanés. Malgré la supériorité numérique des Vraxions dans le complexe, ces forces démantelèrent méthodiquement leur défense, s'enfonçant plus profondément dans la structure. Des batailles similaires firent rage à travers le monde, tandis que des forces humaines renforcées ciblaient les centres de traitement Vraxion avec une précision coordonnée. Il ne s'agissait pas de batailles d'usure, mais de frappes chirurgicales visant des systèmes critiques, un type de guerre que les extraterrestres n'avaient jamais affronté lors de leur précédente conquête. Depuis le centre de commandement de Singapour, le haut commandant Kraljevo observait avec une horreur croissante les rapports d'attaques afflués de toute la planète. Son réseau de commandement était en ruine, les communications entre les avant-postes réduites à des canaux d'urgence de plus en plus peu fiables. « C'est impossible », siffla-t-il, ses appendices cristallins cliquetant d'agitation. Les humains n'avaient pas de telles capacités. Nos renseignements étaient complets. Leur technologie militaire avait des siècles de retard sur la nôtre. Le haut commandant, son second rapporta avec hésitation, détectait des signatures énergétiques inhabituelles provenant de plusieurs endroits de la planète. Il s'agissait apparemment de centres de production. « Fabriquer quoi ?» demanda Krelvor.
La réponse ne vint pas de son second, mais des alarmes périmétriques de l'installation. Le centre de commandement de Singapour, censé être l'installation vraxienne la plus sécurisée de la planète, était attaqué. De retour à Chicago, les forces de Sarah Kendrick avaient pénétré au cœur de l'usine de traitement des ressources. La vaste salle centrale était remplie de machines conçues pour décomposer les matières premières, notamment les composés organiques récoltés sur la population humaine, en éléments constitutifs destinés à l'usage vraxien. « Posez les charges », ordonna Sarah tandis que ses soldats sécurisaient ainsi la chambre. « Nous avons 8 minutes avant l'arrivée des renforts. » Son expert en démolition s'empressa de placer des engins explosifs perfectionnés au point critique de la structure. Il ne s'agissait pas d'explosifs conventionnels, mais d'armes hybrides développées par les systèmes de fabrication de l'installation antarctique. Des engins qui non seulement détruiraient à quoi la structure physique, mais créeraient une perturbation énergétique, rendant le site inutilisable pendant des années. « Charge fixée », rapporta l'expert. « Détonation dans 7 minutes. » Toutes les équipes 40 commencent à leur repli, ordonna Sarah. Rendez-vous au point d'extraction Alpha. Alors que ses forces se retiraient de l'installation, Sarah reçut une communication prioritaire du commandement antarctique. La voix de Dominic Reed résonna dans son interface neuronale avec une urgence inhabituelle. Major Kendrick. Rapport d'étape. La mission se déroule comme prévu, répondit-elle. L'installation cible sera neutralisée dans environ 6 minutes. Mes forces se retirent. Accélérez votre rythme, ordonna Dominique. Nous détectons une activité inhabituelle en orbite. Les Vraxiens appellent des renforts. Sarah fronça les sourcils. Compris. À toutes les unités, protocole d'extraction d'urgence. Détonation dans 2 minutes. Elle se tourna vers son commandant en second. Que pouvait-il bien détecter en orbite? Inconnu, Major, répondit-il. Mais si le commandement antarctique est concerné, nous devrions l'être aussi. Sarah hocha la tête d'un air sombre. Allons-y. Ses forces se retirèrent du complexe avec un manque d'entraînement, disparaissant dans les ruines de Chicago, tandis que le compte à rebours des charges s'écoulait. Lors de la détonation, la structure cristalline n'explosa pas simplement. Elle sembla imploser, s'effondrant sur elle-même, tandis que des énergies exotiques déchiraient sa structure moléculaire. À l'emplacement du centre de traitement, il ne restait qu'un cratère fumant, rempli de fragments de technologie extraterrestre brisés. Partout dans le monde, des scènes similaires se déroulèrent, tandis que des équipes d'intervention renforcées démolissaient les installations de Vraxion avec une précision synchronisée. L'infrastructure d'occupation extraterrestre, construite au cours de 7 années de contrôle sans opposition, était systématiquement démantelée en quelques heures. Au centre de commandement de l'Antarctique, Dominique étudiait les données orbitales avec une inquiétude croissante. Plusieurs vaisseaux perdaient leur vitesse de croisière aux confins du système, rapporta-t-il. Renforce Vraxion. Combien? Demanda le colonel Chen. Au moins 20 vaisseaux capitaux, répondit Dominique d'un ton sombre. Plus que suffisant pour submerger nos forces actuelles, même avec nos avantages. L'expression de Chen resta calme, mais ses yeux renforcés trahissaient son inquiétude. Alors, le temps est écoulé. Il faut activer le protocole final. Dominique hocha lentement la tête. Envoyez le signal. Toutes les installations restantes de Lazarus. Activation complète. Code d'autorisation. Le phénix s'élève. Une nouvelle aube. La flotte de renforts vraxienne se mit en orbite terrestre avec une précision maîtrisée. L'amiral Zextrol, vétéran de 17 conquêtes planétaires, observait le monde bleu-vert en contrebas, avec un détachement confiant. Les signaux de détresse provenant de la surface indiquaient une résistance inattendue, mais rien que 20 croiseurs de bataille ne puissent rapidement décrypter. « Scan planétaire complet », ordonna-t-il. « Identifiez les concentrations d'insurgés et préparez des frappes orbitales. »« Scan », rapporta l'amiral à son officier des capteurs.
Les premières mesures montrent une perturbation généralisée de nos installations terrestres. Les insurgés semblent utiliser une technologie furtive avancée. Nous avons du mal à identifier des cibles précises. Les insurgés semblent utiliser une technologie furtive avancée. Nous avons du mal à identifier des cibles précises. Les mandibules cristallines de Zextrol claquèrent d'agacement. Déployez des vaisseaux de reconnaissance atmosphérique. Je veux une confirmation visuelle des cibles principales dans l'heure. L'amiral interrompit l'officier des communications. Nous détectons des signatures énergétiques inhabituelles provenant des plus grandes lunes de la planète. Les lunes? Le troll de Zek tourna ses yeux composés vers l'écran principal. Nos briefings de renseignement ne mentionnèrent aucune installation lunaire. L'écran se déplaça pour montrer une image agrandie de la Lune. Pendant un instant, tout sembla normal. La surface familière et cratérisée que les relevés Vraxion avaient documenté des années auparavant. Puis, de façon invraisemblable, une partie de la surface lunaire se mit à bouger, d'énormes plaques s'écartant pour révéler ce qui se cachait en dessous. « Au nom de l'hégémonie » murmura Zextrol. Une structure émergeait de sous le régolithe lunaire, une installation gigantesque qui, selon les capteurs fraxiens, s'étendait profondément à l'intérieur de la Lune. Sous le regard incrédule de l'amiral, les pores extérieurs de l'installation s'ouvrirent et des objets commencèrent à décoller. Des centaines, puis des milliers. Analyse, exigea-t-il. Vaisseau de combat, amiral, rapporta l'officier des capteurs, la voix crispée par l'inquiétude. Conception avancée, configuration inconnue. Les relevés énergétiques suggèrent une technologie d'armement dépassant notre système de classification actuel. Zextrol fixait l'écran, stupéfait. Les vaisseaux venant de la Lune ne ressemblaient à aucun vaisseau humain rencontré lors de l'invasion de la Terre. Leurs coques brillaient d'un matériau qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Et leur système de propulsion ne laissait aucune signature énergétique interprétable par les capteurs vraxiens. C'est impossible, parvint-il finalement à admettre. Les humains ne disposaient pas d'une telle technologie. Nos renseignements étaient exhaustifs. Amiral, nous détectons des lancements similaires depuis Mars. Et Europe. Et Titan, rapporta l'officier des capteurs, la voix s'élevant à chaque mot. Plusieurs installations secrètes s'activaient simultanément. Au centre de commandement de l'Antarctique, Dominic Reed observait les données affluant des capteurs orbitaux avec une satisfaction sombre. « Le protocole Phoenix Rising est pleinement activé », annonça-t-il à l'état-major. « La flotte lunaire annonce un déploiement complet. La plateforme de défense Mars est en ligne. Les contingents joviens et saturniens interviennent. C'était la phase finale de la gamme désespérée de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'une force de résistance, mais d'une infrastructure militaire entièrement nouvelle, dissimulée hors de portée de l'invasion vraxienne initiale. Alors que les forces conventionnelles terrestres avaient combattu et péri dans une défense apparemment désespérée, ces installations secrètes avaient été achevées et scellées, attendant le signal qui les réveillerait. La flotte de renfort vraxiane modifiait sa formation, rapporta l'officier tactique. Elle semble adopter une posture défensive. Ils sont désorientés, observa Dominique. Leurs renseignements leur indiquaient qu'ils étaient confrontés à une insurrection planétaire, et non à une force interplanétaire dotée d'une technologie avancée. Le colonel Chen étudia l'affichage tactique avec une émotion soigneusement maîtrisée. Comme eux tous, son esprit amélioré assimila les implications stratégiques à la vitesse de l'éclair. Nous devrions exploiter l'avantage tant qu'ils sont désorganisés. Dominique hocha la tête. Envoyez les ordres. Toutes les forces orbitales engagent la flotte vraxienne. Les forces terrestres poursuivent leurs opérations de libération. En orbite terrestre, le chalut de l'amiral Zek observait avec une horreur croissante les vaisseaux humains. Des vaisseaux impossibles qui ne devraient pas exister, se former en formation d'attaque. Sa flotte était arrivée pour soutenir des opérations terrestres contre des insurgés primitifs.
Au lieu de cela, elle se retrouva face à une armada spatiale dotée d'une technologie qui, de toute évidence, rivalisait, voire surpassait la sienne. À vos postes, ordonna-t-il, son entraînement s'affirmant sous le choc. Déployez un écran défensif et préparez les armes principales. Mais alors même que ces vaisseaux s'apprêtaient à riposter, la première vague de vaisseaux humains frappa. Ils n'ont pas attaqué avec des armes à énergie conventionnelles, ni des projectiles cinétiques, mais avec une technologie nouvelle. Des champs de distorsion gravitationnelle focalisés qui ont déformé l'espace autour des vaisseaux vraxiens, soumettant leurs coques à des contraintes dépassant les tolérances de conception. Des brèches de coques ont été constatées sur les vaisseaux 7 à 12, a rapporté son officier tactique. Les boucliers sont inefficaces contre leurs armes principales. L'esprit du troll Zek s'emballe. Cette technologie dépasse tout ce que l'hégémonie vraxienne a connu en des siècles d'expansion. Protocole de saut d'urgence, ordonne-t-il. Nous devons nous replier et faire notre rapport au haut commandement. Les moteurs de saut ne répondent pas, amiral. Il y a une sorte de champ d'interférence. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, l'amiral Zek-Stroll ressentit une véritable peur. Non pas l'inquiétude momentanée du combat, mais la terreur existentielle d'affronter quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment? Ils n'exigeaient rien de particulier. Comment nous ont-ils caché cela? Depuis la station de commandement lunaire, l'amiral de la flotte Maya Cortez observait la bataille avec une analyse détachée de son esprit amélioré. Autrefois commandante du réseau de défense orbitale de la Terre, aujourd'hui détruit, elle s'était portée volontaire pour le programme Prometheus et une mission lunaire 7 ans auparavant, sachant qu'elle risquait de ne plus jamais revoir sa planète natale. La flotte vraxienne est en déroute, rapporta son officier tactique. Leur structure de commandement s'effondre. Maya hocha légèrement la tête. Maintenez la pression sur leurs flancs. Il fallait les chasser de l'orbite terrestre. La bataille se déroula avec une efficacité redoutable. Les vaisseaux vraxiens, conçus pour submerger leurs adversaires conventionnels grâce à une technologie supérieure, se retrouvèrent dépassés par les vaisseaux humains, intégrant des conceptions et des concepts qui n'étaient que théoriques avant la menace d'invasion. Dans ce qui avait été Singapour, le haut commandant Krulvor observait les systèmes de son centre de commandement tomber en panne un par un, tandis que des forces humaines renforcées franchissaient les défenses extérieures. Des rapports en orbite racontaient une histoire invraisemblable. Une flotte humaine dissimulée, émergeant de bases lunaires, submergeant l'armada de renforts qui aurait dû renverser la situation. Comment? Demanda-t-il à la silhouette humaine qui se tenait maintenant devant lui, un homme de grande taille vêtu d'une combinaison de combat noir, comme Krelvor n'en avait jamais vu lors de l'invasion. Comment avez-vous dissimulé de telles capacités? Le major Dominic Reed, ayant personnellement mené l'assaut sur le centre de commandement de Singapour, observa le commandant vraxien de ses yeux renforcés. « Vous avez mal compris l'humanité dès le début, dit-il calmement. Vous avez vu nos défenses conventionnelles, notre technologie apparemment primitive, et vous avez cru voir tout ce que nous avions. » Les appendices cristallins de Krelvor tressaillirent d'agitation. Nos renseignements étaient exhaustifs. Nous avons surveillé vos communications, vos installations de recherche, vos déploiements militaires pendant des années avant d'attaquer. Vous avez surveillé ce que nous voulions que vous surveilliez, répondit Dominique. Le projet Lazarus a commencé dès que nos observatoires longue portée ont détecté votre flotte entrant dans le nuage Orc. Idiot. Chaque centre de recherche que vous avez identifié, chaque base militaire que vous avez ciblée, chaque système de défense que vous avez analysé a été découvert. Krelvor comprit. Une tromperie, à l'échelle planétaire. Dominique acquiesça. Les dirigeants de l'humanité avaient fait un calcul. Nous savions que nous ne pourrions pas égaler votre puissance militaire conventionnelle à temps. Nous vous avons donc montré ce que vous attendiez. Une espèce primitive luttant pour se défendre avec une technologie inférieure. Tout en dissimulant vos véritables capacités, Kralvor a accompli. Pas seulement les cacher, les développer,
À l'abri de votre observation. Le programme Prometheus, les installations de fabrication avancées, les bases lunaires et extrasystèmes, tous construits dans des endroits inaccessibles à votre surveillance, grâce à des technologies que vos analystes n'auraient pas pu anticiper. La posture de Krelvor s'affaissa, la structure cristalline de son corps perdant une partie de son alignement rigide, les ressources nécessaires, la coordination, le sacrifice volontaire de milliards de personnes. C'est ce que tu n'as jamais compris chez les humains, dit Dominique à voix basse. Nous payerons n'importe quel prix pour survivre. Ceux qui combattirent et moururent pour la défense conventionnelle de la Terre savaient qu'ils gagnaient du temps, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ce que deviendrait l'humanité. Autour d'eux, des soldats améliorés sécurisaient le centre de commandement, leurs mouvements précis et efficaces. Dehors, à travers la ville et le monde, des humains libérés émergeaient de leurs cachettes dans les camps de travail, guidés par des agents d'avant-garde vers la sécurité tandis que les combats continuaient. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Krelvor. Le regard amélioré de Dominique était impitoyable. L'hégémonie vraxienne apprend désormais que la conquête a des conséquences. Dans les jours qui suivirent, l'ampleur de la transformation de l'humanité devint évidente. Les forces renforcées, soutenues par une technologie avancée dissimulée depuis des années, libérèrent systématiquement la Terre du contrôle fraxien. Les forces d'occupation extraterrestres, privées de renforts, et le commandement central furent submergés par des adversaires qui semblaient en anticiper leurs moindres mouvements. Dans l'espace, la flotte humaine, composée de vaisseaux combinant ingénierie conventionnelle et concepts théoriques développés en secret, s'est déployée au-delà de la Terre, reconquérant le système solaire morceau par morceau. Mars, les colonies de Jupiter, les avant-postes de Saturne, tout a été libéré au cours d'une campagne menée avec une précision implacable. 1 mois après l'activation du protocole Lazarus, Dominic Reed se tenait dans le centre de commandement reconstruit de Genève. Observant une ville qui portait les cicatrices de l'invasion et de l'occupation, mais bourdonnait d'activité en pleine reconstruction. Le colonel Chen le rejoignit, l'air pensif. « L'hégémonie vraxienne s'est tue », rapporta-t-elle. « Nos stations de surveillance spatiale ne détectent aucun signe d'approche d'une autre flotte. » Il réévalue la situation, répondit Dominique. Ils réévaluent le coût de la poursuite de cette guerre contre un ennemi qu'ils ont clairement méconnu. Et s'ils décident de revenir en force?